Salut à toutes et à tous, c'est Niki. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de What If, et si Goku n'avait jamais été envoyé sur Terre. Question très intéressante à se poser avec le récent film Dragon Ball Super Broly qui nous en apprend un peu plus sur les origines de Goku et sa venue sur Terre. Je précise au passage que cette vidéo est un rework d'une ancienne vidéo, donc si vous l'avez déjà vue, eh bien c'est pas grave puisqu'elle sera totalement différente de la première, et si vous ne l'avez pas vue, eh bien tant mieux, vous n'avez pas à vous poser la question. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un bon visionnage, générique. Avant de commencer la vidéo, je précise que nous nous trouvons dans une réalité alternative qui n'aurait jamais pu se produire. Bardock avait pris la décision d'envoyer Goku sur Terre et rien ne pouvait l'arrêter. D'ailleurs, le simple fait d'éloigner Goku de la Terre va provoquer des changements assez énormes, donc évidemment les événements qui vont suivre dans cette vidéo ne se seraient pas forcément produits de la manière dont je l'ai décrit. Ce sont juste des hypothèses pour la vidéo, il s'agit là de ma propre interprétation, si vous en avez l'envie, n'hésitez pas à partager la vôtre dans l'espace commentaire histoire d'ouvrir le débat. Par ailleurs, le personnage ne porte pas le prénom Goku dans cette réalité, puisqu'il lui a été donné sur Terre. Il s'appelle Kakaroto ou Kakarot et j'utiliserai Goku uniquement pour simplifier la narration de cette vidéo. Ceci étant dit, passons à la dite vidéo. Comme dit plus tôt, Goku devait être envoyé sur Terre, et Bardock avait pris certaines précautions pour éviter que sa décision soit contrariée. Dans notre scénario, Goku a été sorti de sa couveuse bien plus tôt que dans la réalité, et a été envoyé en mission avec Raditz et Vegeta sur une planète lointaine, justifiant ainsi leur survie. Et si vous en doutez à cause de l'âge de Goku, sachez qu'un enfant peut apprendre à marcher vers 1 an et plus ou moins parler vers ses 3 ans. En sachant que les Saiyans sont une race guerrière, il ne serait pas fou de dire que Goku aurait pu accompagner Raditz et Vegeta sur cette planète, même si ça ne serait que peu utile, soyons d'accord. Et c'est ainsi qu'en l'an 737, la planète Vegeta est détruite par Freezer, emportant dans la mort tous les Saiyans se trouvant là au même moment. Seuls ceux qui n'étaient pas encore sur la planète Vegeta y survivront. Dans ce scénario, Raditz surpasse Goku en termes de puissance et reste d'ailleurs en vie puisque les événements qui se sont passés sur Terre ne se reproduisent pas ici. Toutefois, la puissance de Goku va suivre un chemin bien différent de celui présent dans la réalité. Ici, Goku commencera avec une puissance de base probablement un peu plus élevée et progressera très vite au départ grâce aux personnes dont il est entouré. Toutefois, cette progression s'essoufflera assez rapidement. La puissance de Goku dans la réalité se fonde sur du contexte, donc notre Goku sera globalement plus puissant au départ mais sera beaucoup moins puissant que dans la réalité au fur et à mesure du temps. Concernant sa personnalité, elle ne changera pas. Si vous comprenez pas pourquoi, je vous renvoie vers le premier épisode de Dragon Ball Storm où j'en explique les raisons à l'intérieur. Là où ça posera souci, c'est concernant la personnalité de Vegeta. Celui-ci est extrêmement fier et orgueilleux, il tue de sang-froid quand il en a l'occasion et n'hésite pas à exécuter ses alliés s'il pense qu'ils sont un fardeau pour lui. On sait ou on peut supposer que Vegeta et ses mauvaises actions ont eu une mauvaise influence sur Raditz et Nappa. Difficile à dire si elles auront une mauvaise influence sur Goku, mais tout porte à croire que non. Les deux personnages sont radicalement différents et ils ne voient pas le monde et les choses de la même manière. Ainsi, il est loin d'être improbable de penser que Goku pourrait mourir jeune de la main de Vegeta ou lors d'une mission sous ses yeux, comme avec Nappa par exemple. Mais dans notre scénario, on imagine que ça n'arrive pas et que le petit Goku peut évoluer aux côtés de ses coéquipiers Saiyan malgré tout. D'ailleurs, en parlant de Nappa, celui-ci ne meurt pas dans cette réalité puisque tout comme Raditz, il ne va pas sur Terre comme dans le scénario original. Passé le temps, on arrive en l'an 762 à la saga Namek. Vegeta et le reste de son équipe sont toujours sous les ordres de Freezer, mais en apprenant ses intentions, ceux-ci décident également de s'envoler vers Namek. Ils suivent les intentions de Vegeta qui veut également profiter du pouvoir des Dragon Ball dont il connaît l'existence depuis peu. Ici, plusieurs scénarios sont possibles, mais dans le nôtre, les 4 Saiyans sont plus ou moins au-dessus des forces d'élite de Freezer. Par contre, sans Krillin et Gohan, beaucoup de Namek se font massacrer, dont Dende et le grand chef. Vegeta et les autres pourraient même y participer avec l'aide de quelques Saibaman, ce qui créerait évidemment des tensions entre Goku et les autres. Après quelques combats contre des sbires de Freezer, le groupe de Goku commence à voir apparaître leurs limites contre Dodoria et Zarbon. Vegeta est le Saiyan le plus puissant du groupe, mais celui-ci est bien moins puissant que dans la réalité. Dans l'œuvre originale, celui-ci redouble d'efforts par rage face à sa défaite contre Goku, mais ici, ce n'est évidemment pas le cas. Pendant leur combat, les 4 Saiyans apprennent au passage le fait que c'est Freezer qui a détruit la planète Vegeta et donc exterminé le peuple Saiyan dont Vegeta en est le prince. Cette nouvelle enrage les 4 Saiyans qui redoublent d'efforts et se surpassent par rage. Une fois passé quelques Zenkai après un ultime effort, ceux-ci arrivent finalement à venir à bout de Dodoria et Zarbon. Et c'est ainsi, grâce à l'avantage du nombre principalement, que les 4 Saiyans sont à présent plus déterminés que jamais à annihiler Freezer et le reste de son armée. De son côté, Freezer apprend la nouvelle et fera alors appel à ses forces d'élite réputées imbattables, j'ai nommé le Tokusentai.
Tout de suite, les choses se compliquent. Les Zenkai ne sont pas illimités, Goku et les autres ne peuvent pas en abuser, et même si c'était le cas, ça ne suffirait pas pour tenir tête face au commando Ginyu. Les 4 Saiyans et leurs malheureux Saibaman se font alors largement dominés par le Tokusentai qui sont tous sans exception largement au-dessus d'eux en termes de puissance ou même de vitesse. Ceux-ci n'ont qu'une dernière et unique option, la transformation en Uzaru. Vegeta mélange alors de l'oxygène avec une boule de ki qu'il envoie dans les airs. Sa puissance diminue largement, mais une fois explosée dans les airs, la boule de ki se transforme en une sorte de lune artificielle. Celle-ci produit d'ailleurs plus de 17 millions de Zenos. Les 4 Saiyans la fixent et se transforment tous les uns après les autres en Uzaru. Le combat devient alors acharné et d'une rare violence. Les 4 Saiyans reprennent alors l'avantage dans la bataille, éliminant les membres du Tokusentai les uns après les autres. Rikum, Jiz, Bulta, Guldo et après plusieurs dizaines de minutes, Ginyu est désemparé. Celui-ci se trouve face à 4 Uzaru déchaînés, le maximum de sa puissance est de 120 000 unités, là où celle de Vegeta en Uzaru n'y est pas très loin. Et donc la réalité le dépasse. Il n'a aucune chance de gagner en 1 contre 4. Il ne lui reste alors qu'une seule et unique solution. Celui-ci s'envole dans les airs et utilise sa fameuse technique de permutation de corps lui permettant de prendre possession du corps de Vegeta, qui n'a d'ailleurs pas le temps de voir le coup venir et d'un coup reprend conscience dans un corps qui n'est pas le sien. De son côté, Ginyu se déchaîne alors sur les 3 autres Uzaru qui sont désemparés. Mais bien que la puissance de Vegeta soit bien supérieure à celle de ses alliés, la puissance de Ginyu en Uzaru descend au fur et à mesure du combat. L'explication est simple, celui-ci n'arrive pas à maîtriser et contrôler le corps de Vegeta à 100%. Les cellules Saiyan bouillonnant au fond de lui sont bien différentes des gènes présents dans son corps. Il réussit toutefois à mettre Goku très mal en point qui tombera au sol avant de perdre sa transformation en Uzaru. Heureusement, Raditz, Nappa et Vegeta dans le corps de Ginyu prendront l'avantage au fil du combat. Se rendant compte de sa proche défaite, Ginyu se rend alors à l'évidence et décide de reprendre possession de son corps et de s'enfuir. Celui-ci s'exécute mais malheureusement pour lui, son corps est en très mauvais état. Une fois à l'intérieur, il essaye malgré tout de s'enfuir mais se fait rattraper par Vegeta, toujours en forme d'Uzaru, qui le réduit en miettes dans le creux de sa main. Une fois leur transformation en Uzaru terminée, les 3 Saiyans reprennent leur apparence normale et sont épuisés. Possédant un combattant KO sur les épaules, ils décident alors de s'envoler vers le vaisseau de Freezer pour en prendre le contrôle et ainsi utiliser une de ses machines de régénération pour Goku. Freezer aurait probablement pu intervenir mais était trop concentré sur sa quête des Dragon Ball pour cela. De plus, il était convaincu que le Tokusentai suffirait pour cette tâche. Il n'avait que peu d'estime pour ses Saiyans et n'avait donc aucune raison de s'en méfier. Et une fois son souhait exaucé, il aurait eu largement le temps de s'en occuper de toute façon. Celui-ci n'est d'ailleurs plus très loin de son but étant donné qu'il a rassemblé quasiment toutes les Dragon Ball. En sachant que les 4 Saiyans sont épuisés par leur précédent combat, ils n'ont quasiment plus de force et ne peuvent pas tenir tête à Freezer, mais ça, ils ne le savent pas encore. Vous en avez marre de puer des bras? Utilisez le nouveau déodorant Narta au Mach 3. Je sens bon sous les bras. En plus, c'est validé par congélateur, ça marche. Bon Michel, t'arrêtes tes conneries maintenant et tu me repasses ce micro. Oui, pardon patron. Freezer n'est pas au courant que le Tokusentai a été vaincu, et ça pour 2 raisons. Premièrement, lui et le reste de ses troupes n'ont plus de détecteurs. Les Namek les ont détruits durant leur confrontation, ce qui fait qu'il n'a aucun moyen de savoir où se trouvent ses troupes ou nos 4 Saiyans. Deuxièmement, il n'a aucune information sur les faits et gestes de son armée, ceux-ci n'ont aucun moyen de le prévenir sans détecteur. Ce détail fait que Goku et les autres, qui eux possèdent des détecteurs, arrivent à prendre un peu de repos et donc des forces en surveillant les mouvements de Freezer et le reste de ses sbires. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans cette réalité, Goku et les autres sont incapables de sentir le ki étant donné que c'est une technique qu'ils apprennent sur Terre. Néanmoins, ils sont capables de manipuler leur ki pour voler ou utiliser certaines techniques. Le Kamehameha et le Kaioken sont donc à oublier dans ce scénario. Quoi qu'il en soit, Vegeta et les autres arrivent à trouver la dernière Dragon Ball avant Freezer, et suite à un excès de confiance grâce à leurs précédents exploits, ceux-ci se sentent capables de battre Freezer et ainsi récupérer toutes les Dragon Ball. La confrontation devient alors inévitable. Le problème étant qu'ils sont tous très loin du niveau de Freezer, mais ça, comme dit plus tôt, ils ne le savent pas encore. C'est ainsi sans Goku qu'ils se retrouvent face aux tyrans, tous confiants de leur future victoire. Après tout, ils ont annihilé les meilleures troupes de Freezer, ils pourraient en toute légitimité croire que celui-ci n'a plus rien et est donc sans défense. C'est donc Nappa qui comptait ouvrir le bal en se mesurant à Freezer, mais par fierté et ego, Vegeta lui coupe la route et décide de prendre la main. C'était à lui, fier prince des Saiyajin, de venger son peuple de sa propre main. Malheureusement, celui-ci redescendra très vite sur Terre. Malgré que Vegeta arrive plus ou moins à lui tenir tête, Freezer le domine largement, la différence de puissance est titanesque. Là où Vegeta n'atteint même pas les 100 000 unités, Freezer lui se trouve à 530 000 unités de puissance. Vegeta arrive par chance à se dégager du combat, ce qui laisse le temps à Nappa et Raditz d'intervenir. Et même si leurs puissances individuelles sont toutes moins élevées, ensemble ils ont une chance contre Freezer. Ils se jettent alors à 3 sur lui, et effectivement, ils prennent l'avantage, mais plus pour longtemps. Freezer charge son ki et son corps commence à se métamorphoser sous les yeux ébahis des 3 Saiyans. Il change du tout au tout, devient plus grand, plus musclé, plus puissant, et les cornes sur son crâne se développent. Les 3 Saiyans arrivent malgré tout à lui tenir tête, et
et au bout d'une dizaine de minutes de combat intense, celui-ci prend malgré tout le dessus. C'était à peine croyable, sous sa deuxième forme, il ne se battait jusque-là pas à son maximum. Freezer décide alors de monter encore d'un cran en passant à sa troisième forme, cette fois-ci bien plus monstrueuse. Il gagne globalement en volume, la largeur de son crâne et de ses épaules augmente, mais surtout, sa puissance se décuple. Il n'y a alors plus de temps à perdre, Vegeta réitère l'opération menée durant leur combat contre le Tokusentai et renvoie une boule de ki chargée en oxygène dans les airs. Chacun se transforme alors en Uzaru et le combat commence enfin. Bien que toujours largement en dessous en termes de puissance, Vegeta, Raditz et Nappa sont toutefois bien plus résistants aux attaques de Freezer sous cette forme. Ils arrivent plus ou moins à porter quelques coups, mais Freezer reste largement plus rapide, et en voyant que ses attaques sont moins efficaces et qu'il perd du temps avec eux, celui-ci s'énerve. En guise de démonstration de force, et surtout pour montrer qu'il n'est plus là pour jouer avec eux, Freezer tire plusieurs vagues de ki droit sur Nappa du bout de ses doigts. Le corps du Saiyan encaisse toutes les attaques, mais le blesse considérablement. Suite à cette salve dévastatrice, Freezer envoie une ultime attaque qui cette fois-ci transperce le torse de l'Uzaru droit au niveau de son cœur. Le monstre tyrannique venait d'exécuter un Uzaru avec une seule série d'attaques. Avec un Uzaru en moins sur le champ de bataille, cela donnait plus d'espace à Freezer. Celui-ci en profite et se téléporte alors derrière les deux derniers Saiyans en tranchant leur queue avec seulement 2 attaques, rendant ainsi leur apparence normale à Raditz et Vegeta. Ceux-ci n'en croyaient pas leurs yeux, ils avaient sous-estimé leur adversaire et de très loin. Cette erreur allait leur être fatale, Freezer en avait assez de jeu avec eux. Celui-ci envoie alors une vague de ki afin d'exécuter Vegeta et Raditz. La situation était critique et le combat semblait perdu. Mais heureusement, une dernière lueur d'espoir fit son apparition. La vague déferlante de Freezer explosa à quelques mètres des deux Saiyans. Derrière eux se tenait dans les airs leur sauveur, Kakaroto. C'était à peine croyable, sa puissance ne dépassait pas celle de Freezer mais dépassait largement celle de Vegeta et Raditz. L'ultime Zenkai que celui-ci avait subi face à Ginyu lui a été grandement bénéfique. L'espoir renaît alors et le véritable combat peut enfin commencer. Et on peut arrêter la narration à partir d'ici, puisque dans notre scénario, l'histoire se répète à 2-3 exceptions près. Les principales différences se situent dans la présence de certains personnages. Concernant Goku, celui-ci se transformera en Super Saiyan et surpassera Freezer de toute façon en remplaçant la mort de Krillin par celle de son frère Raditz. Vegeta quant à lui s'en sortira et achèvera Freezer de lui-même, là où Goku lui aurait laissé la vie sauve, mais son ego en prendra un sacré coup. Difficile de prédire ce qu'il se passera par la suite. Ce qu'on sait déjà, c'est que Goku et Vegeta s'en sortiront et prendront la tête de l'armée de Freezer en continuant leurs anciennes activités. Toutefois, leur relation se compliquera suite à ces événements et il devient alors fortement probable que Goku décide de se séparer de Vegeta. Dans le cas contraire, il se peut que ceux-ci apprennent l'existence des Dragon Ball sur Terre et décident d'y faire une petite visite afin de ressusciter Raditz et Nappa. À côté de ça, et comme dans l'œuvre originale, Vegeta enragera de sa défaite contre Freezer et surtout que Goku l'ait surpassé avec la transformation en Super Saiyan. Celui-ci s'entraînera donc sans relâche et réussira sans doute à parvenir au stade de Super Saiyan à son tour. Et en parlant de la Terre, qu'est-ce qu'il se serait passé sans la présence de Goku? Car oui, c'est quand même un peu beaucoup le sujet de base. On s'est principalement concentré sur Goku jusque-là, mais celui-ci a eu un impact sans nom sur la vie des personnes qui étaient présentes autour de lui. Autrement dit, sans Goku, l'histoire de la Terre deviendrait significativement différente. Premièrement, Sangohan, son grand-père adoptif, ne serait pas mort. Logique vu que c'est Goku en forme d'Uzaru qui l'a tué. Bulma, de son côté, n'arrivera pas à arriver au bout de sa quête des 7 Dragon Ball à cause des différents obstacles qui se dresseront devant elle. Toutefois, son futur reste tout aussi glorieux en tant que brillante scientifique. Elle ne rencontrera ni Yamcha ni Vegeta, finissant ainsi seule ou avec un homme random. Conséquence principale de cela, Trunks n'existera donc jamais. Pour Krillin, c'est un peu plus flou. Sa personnalité et sa vision du monde a radicalement changé au contact de Goku. Tout comme Bulma, certes, mais celle-ci a la chance d'avoir un avenir déjà tout tracé. Krillin, lui, pas vraiment, c'est un peu comme un chômeur. Difficile à dire si celui-ci abandonnera l'entraînement de Kame Sennin, car oui, dans l'œuvre originale, c'est sa conflictualité avec Goku qui le pousse à terminer son entraînement. Quant à Yamcha, il aurait lui continué ses affaires de banditisme dans le désert. Vers l'an 750, l'armée du ruban rouge trouve toutes les Dragon Ball, coupant au passage la route à Pilaf et exécute le vœu du commandant Red qui est de devenir plus grand, à la grande surprise générale d'ailleurs. Il reste toutefois 2 vœux disponibles. On imagine donc que le colonel Black prendra l'initiative des 2 vœux restants avec quelque chose en lien avec la richesse et la puissance par exemple. En l'an 753, il est probable que Piccolo Daimao soit libéré de l'autocuiseur par le gang à Pilaf. Néanmoins, on ne sait pas exactement comment et pourquoi celui-ci a été libéré dans l'œuvre originale, donc c'est purement hypothétique. Dans le cas où il n'est pas libéré, l'armée du ruban rouge restera tout simplement à la tête de la planète, et au contraire, s'il est libéré, il prendra le contrôle de la Terre et tuera tous ses opposants sans mal, car malheureusement, personne ne pourra lui tenir tête. Il faudra attendre l'an 761 pour voir arriver Vegeta, Goku et le reste de leur armée sur Terre. Et dans un cas comme dans l'autre, la Terre n'aura aucun moyen de se défendre contre les 2 Saiyans et leur armée. Si Piccolo Daimao est libéré, alors Kami-sama et Shenron seront tués. Les Dragon Ball n'existeront donc officiellement plus et il n'y aura a priori aucun moyen de les recréer vu que les Namek ont précédemment été exterminés. Mais s'il ne l'est pas, alors Nappa et Raditz pourront être
ressuscités par les deux Saiyans. Goku pourra également décider de refaire apparaître la planète Namek et ses habitants, mais dans les deux cas, les deux Saiyans prendront le contrôle de la Terre et revendront la planète comme les autres. Piccolo Daimao, dans son cas, encore une fois, n'aurait aucune chance face à eux et serait battu ou tué en un seul coup. Chi-Chi, quant à elle, ne rencontrera jamais Goku. La première conséquence sera évidemment le fait que ni Goten ni Gohan n'existeront un jour. Celle-ci n'apprendra donc probablement jamais les arts martiaux et la montagne de feu Frypan ne s'éteindra jamais. Oolong, lui, continuera ses activités au village Haru en kidnappant des jeunes filles sans jamais être démasqué. L'histoire du Dr Gero, elle, change radicalement, mais deux situations sont possibles. Dans la première, celui-ci est tout simplement éliminé par Piccolo Daimao, rendant impossible la création de ses cyborgs et la plupart de ses androïdes. Dans la seconde, il n'est pas tué par Piccolo Daimao, C16 et C19 seront donc créés comme dans la réalité, mais probablement avec un nom différent. Concernant C17 et C18, c'est beaucoup moins probable. Dans la réalité, ils sont créés pour tuer Goku afin de se venger de la défaite du Red Ribbon. Mais dans cette réalité, les choses sont différentes. Leur contexte de création n'a donc plus de raison d'être. Et ce sera d'ailleurs exactement la même chose pour Cell et les différentes timelines concernant Mirai Trunks. Mais dans tous les cas, Babidi fera son apparition sur Terre comme dans le scénario original. Toutefois, les événements ayant été chamboulés par Piccolo Daimao ou encore Goku et Vegeta, celui-ci pourrait arriver sur Terre plus tard que dans la réalité. Un peu à l'image du monde de Mirai Trunks par exemple. Mais techniquement, Shin et Kibito seront en mesure de l'arrêter sans vraiment de mal malgré le soutien de Dabra, empêchant donc la résurrection de Boo. Mais dans le cas où il serait malgré tout réveillé pour X raisons, ça signerait la fin de bon nombre de formes de vie jusqu'au réveil de Bilus. Dans le cas où Shin n'aurait pas été tué avant, évidemment, auquel cas il mourrait avec lui, ce qui signerait la fin de l'univers 7. Comme vous pouvez le voir, l'avenir de la Terre sans Goku est plus qu'incertain, et celui de l'univers entièrement sur les épaules de Bilus, qui ne peut pas réellement faire grand chose quand il est endormi. Et au-delà de cet aspect vachement empirique à cause d'un tout petit changement finalement, bah c'est fou de voir l'impact qu'a eu Goku sur la vie de ses amis, et c'est une leçon que nous devrions tous prendre en compte. Prenez bien soin de vos proches, surtout en ce moment, ils vous le rendront. Et vous alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qu'il se serait passé dans le cas où Goku n'aurait pas grandi sur Terre? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, à partager et liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.